Bonjour et bienvenue à cette conférence plénière des rendez-vous du chiffre sur le thème experts comptables et commissaires aux comptes, des entrepreneurs au cœur de l'économie. Alors sur fond de crise liée au coronavirus, les professionnels du chiffre ont largement confirmé leur rôle indispensable sur le plan économique. Bien souvent ils sont, on le sait, les premiers interlocuteurs des TPE-PME qui forment en France l'essentiel du tissu entrepreneurial. Et aujourd'hui on a l'impression que les experts comptables et commissaires aux comptes prennent encore plus de place dans les relations économiques de terrain. Ils sont plus entrepreneurs, ils sont plus business partners et ça ne s'arrête pas là. On a l'impression que les professionnels du chiffre aujourd'hui souhaitent investir les sujets économiques non pas seulement sur le terrain, mais également à un niveau plus global, sur la scène politique. On a l'impression qu'ils veulent peser davantage sur le débat public sur l'économie. On a eu l'occasion de s'en rendre compte avec le discours d'ouverture de Lionel Canesi, ouverture de cet événement. Alors y a-t-il aujourd'hui une évolution de la profession du chiffre qui souhaiterait renforcer son positionnement économique tant sur le terrain qu'au niveau politique? Eh bien, pour en parler, pour croiser les regards sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des personnalités de haut niveau du monde du chiffre, du monde de l'entrepreneuriat et du monde politique. Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, Yannick Olivier, président de la CNCC, Françoise Savès, présidente de l'association Femmes Experts Comptables, Didier Kling, président de la CCI Paris-Île-de-France, Mohamed Lakila, qui est député des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Isabelle de Kervillers, associée du cabinet Caillot Dédouis et ancienne adjointe au maire de Paris. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation à cette conférence plénière. Merci également au public d'être là et de nous suivre. On commence sans tarder avec la première partie de cette table ronde. Donc sur cette question de l'investissement économique de terrain des professionnels du chiffre. Laurent Benoudiz, on commence par vous. On a le sentiment que l'expert comptable aujourd'hui cherche à se renouveler sur deux niveaux. Il est plus entrepreneur, il est peut-être plus aussi business partner des dirigeants. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Est-ce que c'est peut-être quelque chose dont vous vous réjouissez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Bonjour Hugues, merci de ton invitation. L'expert comptable entrepreneur, ça fait un moment que certains d'entre nous l'ont bien compris, et de plus en plus de cabinets sont gérés comme des entreprises. Côté artisanal commence à devenir un peu compliqué dans la pratique quotidienne, et on a de plus en plus d'experts comptables qui sont à la tête d'entreprises de services et qui gèrent ça avec des services commerciaux, des services marketing, du back-office, enfin, tout ce qu'il faut et tout ce qui fait que l'entreprise fonctionne. Au niveau de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France, notre vrai sujet, en vérité, c'est pas de diffuser ce message qui est compris, mais c'est de faire en sorte qu'un maximum de confrères rentrent dans cette dynamique. Et donc on a élaboré tout un tas de parcours de formation qui s'adressent aux experts comptables et à leurs collaborateurs et qui leur permettent de s'interroger sur la manière dont on doit, de manière optimale, gérer un cabinet d'expertise comptable aujourd'hui. C'est quoi mon projet d'entreprise? Quelle est ma stratégie? Comment je gère mes RH? Comment je gère ma communication? Et toutes ces dimensions-là, aujourd'hui, elles ne peuvent plus être écartées par un expert comptable. Donc on est vraiment dans cette logique. Et ces formations, on a formé un peu plus de 150 experts comptables la dernière séance qu'on a fait avant Covid. Donc il faut monter sur des chiffres de 2019. On voit que ça fonctionne. Là où on a encore un sujet, c'est qu'il y a toute une frange de nos consoeurs et de nos confrères, peut-être un tiers, 40%, qu'on voit pas assez souvent. Ils ne sont pas présents systématiquement autant dans ce type de manifestation qu'au sein des universités d'été. Et donc on s'est dit que notre mission, notre responsabilité, c'était quand même d'aller les chercher. Et le meilleur moyen, celui qui nous semble être le plus adapté, c'est d'utiliser le contrôle qualité pour le faire. Et donc on a entamé il y a 3 ans une grosse réforme du contrôle qualité.
On ne veut plus se limiter uniquement au contrôle de l'aspect normatif. Est-ce que tu as des lettres de mission? Est-ce que tu as bien signé les comptes rendus, etc. Mais qu'on aille vraiment là où le contrôle qualité avait été conçu. C'est l'essence même du contrôle qualité qui était d'améliorer la performance des cabinets, améliorer la qualité perçue par les clients des services rendus. Et donc on a aujourd'hui un contrôle qualité qui se déroule en 2 parties. Une première partie où on fait un contrôle de conformité, on vérifie qu'il a bien ses lettres de mission et que ça fonctionne bien. Et une deuxième partie où on va essayer de faire une sorte de benchmark du cabinet avec une sorte d'audit à 360 et on va pouvoir le comparer avec les autres cabinets qui, dans la même taille, ont déjà répondu à ces enquêtes et lui indiquer ainsi les lignes de progression sur lesquelles il peut travailler et avancer. Et donc je pense que ça, c'est un enjeu qui est déterminant. Parce que notre objectif, c'est évidemment que les 21 000 experts comptables de France, alors bon, moi je m'occupe plutôt des 6 000 premiers, mais on est en train de faire remonter cette méthode du contrôle qualité au niveau national, soit sur la ligne d'arrivée dans 5 à 10 ans. Et on sait qu'avec les transformations qui sont en train d'arriver, du numérique, de la facturation électronique, de la digitalisation de tous les échanges, s'il n'y a pas cette culture d'entreprise et que les experts comptables n'ont pas compris qu'ils étaient à la tête d'une entreprise de service et qu'ils devaient adapter leur offre aux besoins des clients, on va au-devant de situations dramatiques pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà ce qui a été fait à Paris. Et sur le côté business partner, du coup, plus que sur le côté entrepreneurial Mais, bon, moi, je me suis toujours interrogé sur le fait de savoir si, sauf exception, l'expert comptable doit sortir de son champ de compétences. Ouais, c'est une vraie question. Mais déjà, son champ de compétences, il est extrêmement large. Or, aujourd'hui, on n'en traite qu'un tout petit bout. La comptabilité, c'est un tout petit bout de ce qu'on est capable de faire. Notre vraie mission, c'est d'accompagner le dirigeant dans sa prise de décision. Donc, dans la gestion de sa boîte, combien d'experts comptables font ce job d'accompagnement des clients? Très peu, en vérité, pas assez. Quand on interroge les cabinets sur le nombre de tableaux de bord ou de situations semestrielles qui permettent de piloter l'entreprise, on est sur des chiffres de 8%. Donc 92% des entreprises n'ont un recours à l'expert comptable que pour des déclarations de TVA. Donc en fait, on a été tellement nourri par l'administration fiscale par des contraintes successives qu'on a résumé notre mission à établir des déclarations fiscales. Alors, notre job, c'est pas celui-là. Et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, le déclaratif n'est qu'un petit bout du boulot, voire parfois n'en est même pas un. Et c'est les bookkeepers qui le font et non pas les CPA ou les chartered accountants. Et l'expert comptable est le conseil de l'entreprise pour l'aider à progresser. Et celui qui l'aide à piloter sa boîte avec les indicateurs qu'il faut. Est-ce qu'il a besoin d'aller faire du coaching de chef d'entreprise, qui est quand même un métier à part? Je ne crois pas. Mais déjà, faisons notre job. Ok. Alors, on a compris votre position. On se tourne maintenant vers Yannick Olivier. Alors, à l'instar de l'expert comptable, on a le sentiment que le commissaire aux comptes cherche également à se renouveler, en particulier sur ce fameux marché des petites entreprises depuis la loi Pacte. Là encore, sur 2 niveaux. S'affirmer comme entrepreneur, également accompagner les entrepreneurs au-delà des missions classiques d'audit. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Je crois qu'il va y avoir beaucoup de sujets communs avec Laurent. D'abord, bonjour Hugues, je suis ravi d'être ici. Effectivement, ce sujet-là est central. Alors, d'abord, l'entrepreneur dont on parle aujourd'hui, souvent, celui qu'on vient d'évoquer juste avant, c'est le même que celui que je vais évoquer parce qu'il exerce ces 2 professions et quand il gère son cabinet en tant qu'entrepreneur, c'est sur l'ensemble de ses champs de compétences et donc à la fois sur les champs d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Mais pour nous, au niveau de l'audit et du commissariat aux comptes, l'enjeu, il est de toute façon incontournable puisque nous sommes dans un virage très important puisque le paradigme de la profession a changé, que nous étions enfermés dans une mission qui était une mission d'audit légal, qui était la mission centrale, et qu'avec la loi Pacte, s'est présenté 2 enjeux. Celui d'abord de comprendre que désormais, il y avait un marché, qu'on devait faire face à ce marché, qu'on devait attaquer ce marché, qui était le marché de la confiance. Oui. D'où une démarche peut-être plus entrepreneuriale, justement. Et ben voilà, quand on explique aux professionnels qu'aujourd'hui, pour continuer à exister dans le marché des PME, mais pour continuer à exister de manière générale sur ce marché de l'audit, il faut étoffer son domaine d'intervention, il faut être capable de vendre des missions contractuelles tout en restant dans notre rôle. Nous ne rentrons pas dans le conseil, on n'est pas dans l'accompagnement. Alors c'est une question justement qui est sous-jacente. Elle est sous-jacente, mais les choses sont en train de se mettre en place, je dirais, de manière intelligente, parce que justement chacun trouve sa place et nous on se différencie. D'ailleurs on dit de plus en plus que nous sommes
les vrais professionnels du chiffre, c'est les experts comptables. Nous, notre métier, c'est l'audit autant que tel. Nous sommes l'acteur indépendant, on ne fait pas de conseil, pas d'accompagnement, mais ce n'est pas antinomique avec l'idée qu'une mission d'audit indépendant, ça peut se faire dans une mission d'audit contractuelle ponctuelle, par rapport à un besoin spécifique du marché, j'entendais ça tout à l'heure, on multiplie les études de marché, on échange avec les entreprises en disant c'est quoi votre besoin d'un tiers indépendant par excellence en termes de confiance, qu'est-ce que vous avez besoin de fournir à vos partenaires, à vos actionnaires minoritaires, à vos salariés, et puis ces enjeux-là, ils sont d'autant plus importants en tant qu'entrepreneur que c'est une problématique donc de marché, donc de capacité commerciale, de construction marketing, de construction d'une démarche, d'une transformation du cabinet. C'est un vrai changement de paradigme, encore plus marqué pour les commissaires aux comptes. Tout à fait. Et cette offre de service, elle touche aussi les champs de compétences, donc notre capacité en tant qu'entrepreneur à aller chercher les bonnes compétences. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je parle des enjeux à court terme, des enjeux d'audit un peu traditionnels liés aux aspects financiers, aux aspects de conformité qui sont, je dirais, notre aire de jeu habituelle. Et arrivent maintenant tous les enjeux autour des missions, autour de la confiance numérique, autour de la RSE. Là, il va y avoir une nouvelle obligation légale qui va bientôt arriver pour les entreprises de plus de 250 salariés, mais qui va forcément ruisseler sur les PME. Et là, ça veut dire qu'il faut savoir embaucher les bonnes personnes, anticiper, faire venir les compétences. Et ça, c'est vraiment un rôle d'entrepreneur, de savoir construire son projet d'entreprise, son projet de cabinet, avec ses enjeux d'expertise, ses enjeux d'audit, avec en plus les métiers de l'audit qui sont en train de se transformer massivement. Ça sera le thème de nos assises cette année, c'est pas un hasard, c'est vers un marché de la confiance, c'est comment on embarque la profession justement dans cette dynamique-là. Je dirais un dernier mot pour dire que je suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire que la plus grande problématique que nous avons dans les institutions, c'est qu'on embarque toute une profession et qu'on touche tous les professionnels et qu'on les aide et qu'on les accompagne pour aller vers cette transformation, pour incarner ce rôle d'entrepreneur. La formation est nécessaire, mais la communication, l'exemple, l'illustration, pour essayer de leur donner confiance, les rassurer et les embarquer, parce qu'on a besoin de toute la diversité qui est celle de notre profession, qui est fondamentale. Ouais, parce que peut-être pour certains cabinets, l'évolution est plus difficile à réaliser, c'est ça Forcément, parce que ça dépend de nos personnalités. Il y en a qui sont plus commerciaux, d'autres plus techniciens, d'autres plus introvertis, d'autres plus extravertis. Il faut certains qui comprennent tout de suite, d'autres qui ont un peu peur. Donc encore une fois, ils ont besoin d'être rassurés. Donc c'est tous, il faut s'adapter à chacun des profils. Et ils sont tous respectables. Et il y a aussi des petits, des moyens, des grands cabinets. Et tout le monde doit trouver sa place, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. L'enjeu, c'est pas les professions experts comptables, commissaires aux comptes. L'enjeu, c'est les professions réglementées versus les autres acteurs. Et nous sommes des professions réglementées. On a intérêt à bien défendre ce que nous sommes, parce que ça a beaucoup de valeur. Et justement, il faut qu'ils portent cette valeur ajoutée. Et alors, selon vous, comment accompagner les commissaires aux comptes dans ce changement, dans cette évolution de la profession, notamment la CNCC propose-t-elle des dispositifs en la matière? Oui, énormément. On en parlait. Bien sûr, la formation va être est un axe quand même majeur. C'est le axe principal qui nous permet de toucher un maximum de professionnels. Mais la communication et la multiplication des vecteurs de communication, parce que les lettres à la profession, autres documents par mail trouvent leurs limites. Donc on essaie de développer des applications. Et puis surtout, je crois beaucoup à l'outil. C'est-à-dire leur donner des exemples, des outils concrets qu'ils peuvent utiliser, auxquels ils peuvent faire référence pour justement mener leur projet et qu'ils puissent se dire, bon voilà, on me dit qu'il faut que je change, c'est bien gentil, on me dit qu'il faut que j'aille vers le marché de la confiance, mais la question qu'ils nous posent, c'est comment? Donc donner des moyens, des outils concrets, je les disais tout le temps, concret, du concret, du concret, je passe mon temps à le dire dans l'institution. Les professionnels, ils veulent des aspects directement utilisables. Donc des exemples, des modèles, des guides, des outils qui vont me permettre de construire progressivement et de faire évoluer leur cabinet dans cette nouvelle dynamique. Et on voit bien qu'à chaque étape qu'ils passent, à chaque marche qu'ils montent, ils gagnent de plus en plus en confiance. Et donc, il faut vraiment aussi le faire tout doucement, pas leur parler de grands principes, c'est bien les grands discours, très concret, mais du concret pour qu'ils avancent, qu'ils gagnent confiance et qu'on emmène toute cette profession. Et puis, il faut, et c'est mon dernier point, il faut aussi de la proximité. La territorialité, le lien avec les autres professionnels, l'entraide, la solidarité. Je le dis souvent, nous sommes des confrères, des consoeurs, c'est pas un mot inutile. L'institution est un lieu aussi où on peut échanger, on peut se rencontrer, on peut s'entraider, on peut partager nos expériences. Et l'institution, c'est le lieu de rencontre, c'est la maison des professionnels, elle doit être essentiellement ça. Et c'est dans ces lieux-là qu'ils comprennent que parce que mon petit voisin, il a fait pareil, qu'il va m'expliquer comment il l'a fait, qu'il va dire « Ah bah tiens, pourquoi moi je ne pourrais pas faire ?» Plutôt qu'un grand discours d'un président de compagnie qui finalement peut être un plus indirectement compris.
Ok. Alors, Françoise Savès, vous êtes donc, on le disait, un présidente de l'association Femmes Experts Comptables, mais également vous-même, bien sûr, un professionnel du chiffre. Alors, on a parlé d'une double évolution de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, plus entrepreneur, peut-être plus business partner. À vous d'exprimer votre opinion à ce sujet. Et justement, qu'est-ce que ça vous évoque en tant que praticienne? Moi, j'aime bien me souvenir que d'abord, cette profession a bénéficié et bénéficie encore d'une délégation de service public et que c'est grâce à cette délégation de service public qu'elle a conquis en fait une place au cœur de l'entreprise. Et son évolution au cours des années, c'est l'évolution des entreprises. Quand vous êtes au cœur d'une organisation et que vous avez une relation très privilégiée avec le chef d'entreprise, si vous êtes un tout petit peu adaptable, vous adaptez petit à petit votre mission aux besoins de ce client avec qui vous entretenez une relation extraordinaire. Donc je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la profession a, d'une part, l'aspect réglementé, c'est ça? écrit avec des clients des histoires longues. Nous bénéficions de missions qui sont extrêmement longues avec des clients, bien que le secteur soit très concurrentiel. Et nous avons bénéficié d'une délégation de service public qui a conféré à l'expert comptable, et alors bien sûr au commissaire aux comptes, un rôle, un statut au sein de l'entreprise. Et cette profession a su s'adapter. Au départ, nous étions là pour sécuriser la base fiscale. Et nous le devions au fait, n'est-ce pas, chère Isabelle, au fait que nous sommes un pays où la comptabilité et la fiscalité sont liées. À partir de là, on est parti sur d'autres domaines, le juridique, le social. Et nous sommes allés aussi sur le patrimonial, parce que le chef d'entreprise, très vite, nous a embarqués sur sa propre situation. Aujourd'hui, ce n'est pas rare de voir des experts comptables se former pour être des sentinelles auprès des chefs d'entreprise en matière de santé du chef d'entreprise, ou en matière de la liaison entre la santé du chef d'entreprise et la santé de l'entreprise. Et sur fond de crise du coronavirus, cet aspect trouve encore plus de... Tout à fait. Donc j'aime bien, pour moi c'est une évolution qui n'est que finalement le reflet de l'évolution de l'entreprise dans la société. Et si vous me permettez, je vais aussitôt renchérir sur un sujet qui me tient à cœur, mais que je partage avec Mohamed. Je parle de la société et je parle de l'entreprise et je ne peux pas ne pas être ici sans parler de l'utilité sociétale de l'expert comptable, mais donc l'utilité sociétale de l'entreprise. Et ça, c'est un projet sur lequel j'interpelle les élus actuels de la profession sur le rôle majeur que la profession doit avoir sur ces sujets. La comptabilité, c'est le décompte de valeurs. Aujourd'hui, les valeurs, ce ne sont plus uniquement des valeurs d'actes commerciaux. Ce sont des valeurs qui peuvent être non financières, loin de l'acte commercial, liées bien évidemment à l'environnement, à cette croissance, à cette relance qui sera différente et qui sera nouvelle et qui sera durable. Et j'interpelle de ce fait les élus, puisque j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des élus en responsabilité, de dire ça a un avantage incroyable, c'est de donner ce sens à la profession. Cette vision que les élus doivent nous donner, cette ambition fédératrice qui fait qu'une profession est forte lorsque le sens qu'elle a est fédérateur, lorsqu'elle est fière d'appartenir. Et je pense que toujours la profession de 30, 40 ans, parce que comme je ne suis plus très très jeune, je peux me permettre de dire comment j'ai évolué avec elle et comment la profession a évolué avec les entreprises. Nous sommes toujours très fiers d'appartenir à cette profession parce qu'elle a une vision fédératrice. Alors, vous disiez la comptabilité véhicule des valeurs. Parmi ces valeurs, on a celle de la parité que vous défendez avec raison. Pouvez-vous nous en dire davantage, cette question de la parité dans la profession du chiffre? Oui, évidemment. Évidemment que quand j'ai parlé de relance, puisque la rentrée, ça va être la relance, quand je parle de relance différente, je vais dire bien sûr durable, n'est-ce pas Mohamed? Je vais dire inclusive et je vais dire bien sûr paritaire. Et donc, en ce qui concerne évidemment l'action que je mène avec l'association Femmes Experts Comptables, on parlera dans une deuxième partie de la relation qu'on peut avoir dans l'environnement politique.
En ce qui concerne la profession elle-même, je ne peux pas me satisfaire que 28% des professionnels que seulement nous ayons 28% de femmes. Je ne peux pas m'en satisfaire. Je ne peux pas me satisfaire que ça progresse peu chaque année. Mais je dois dire qu'en 1994, il n'y en avait que 12%. Voilà, donc je me tourne vers Isabelle parce que nous étions déjà des professionnels bien investis dans la profession. Donc, nous sommes la profession du chiffre parmi les plus en retard, parmi les professions libérales en matière de féminisation. Donc ça doit nous interpeller, ça doit interpeller nos élus. Pour autant, ce qui doit nous interpeller aussi, c'est que nous avons un engouement des étudiantes à peu près identique entre les hommes et les femmes, que nous avons une réussite au diplôme qui est la même entre les hommes et les femmes. Je n'irai pas vous dire qu'il y a un petit peu plus de réussite pour les femmes, mais bon, je vous l'ai dit, ça y est, je l'ai dit, voilà. Bon, vous l'acceptez. Eh bien, nous avons un engouement, nous avons donc des études qui sont longues et difficiles, nous avons à l'arrivée autant de femmes que d'hommes, et nous perdons les femmes. Et nous les perdons et nous en savons la raison. Voilà. Et nous en savons la raison parce que nous avons, et nous en reparlerons tout à l'heure, nous avons un trend, un rythme, un monde du travail qui n'a pas évolué aussi vite que a évolué le mouvement sociétal de la place de la femme. Et il y aura à se poser la question de l'évolution du monde du travail, à commencer par le monde du travail dans la profession comptable. Okay. Et les rythmes de travail qui aujourd'hui sont imposés dans les cabinets d'expertise comptable. Bien, le message est donc passé notamment aux représentants des institutions ici présents. Donc Didier Cli qui a dû s'absenter malheureusement. Aruna Sougrim, vous le remplacez au pied levé, donc qui est responsable de l'Observatoire consulaire des entreprises en difficulté de la CCI Paris-Île-de-France. Donc votre point de vue sur l'entrepreneuriat est bien entendu privilégié. C'est pour ça qu'on avait envie de vous avoir sur cette scène. Quel regard portez-vous sur cette évolution des experts comptables et commissaires aux comptes qui semblent s'affirmer de plus en plus comme des entrepreneurs? Alors, bonjour à tous et merci. Effectivement, donc je représente Didier Kling et la Chambre de commerce aujourd'hui. Alors, tout d'abord, peut-être qu'il serait bon de dire que même s'ils sont dédiés à une profession réglementée spécifique, ils sont par essence déjà des entrepreneurs. Maintenant, c'est vrai que l'évolution, et je rejoins un peu ce qui a été dit précédemment, est un peu liée à la législation et notamment à la loi Pacte pour les commissaires aux comptes. C'est peut-être plus une question de survie que de développer des missions conventionnelles qu'un besoin réel. Et le premier élément également qui a été rappelé par Laurent, ce qu'on demande à ces professionnels, c'est déjà d'effectuer leur mission avant d'envisager d'autres missions qui sont effectivement, qui peuvent être intéressantes et bénéfiques pour les entreprises. Et alors, que pensez-vous du professionnel comme business partner, un professionnel du chiffre comme business partner du dirigeant? Est-ce que vous pensez que les accompagnants, les entrepreneurs ont besoin d'un tel accompagnement? Est-ce que c'est un modèle vertueux pour vous, pour la croissance des entreprises? Et enfin, est-ce que selon vous, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont bien placés, légitimes pour occuper cet espace? Et peut-être qu'on pourra entamer un rapide dialogue avec Laurent Benoudis sur ce sujet. C'est une évidence, j'ai envie de dire. C'est un accompagnement qui est très utile, et même pour avoir accompagné quelques entreprises, je sais que l'expert comptable, c'est vraiment c'est le bras droit du chef d'entreprise, surtout dans les petites entreprises. Bien souvent, il accompagne de la création à la dissolution. Donc évidemment que c'est un accompagnement indispensable. Et si je peux me permettre de faire une petite digression, parce que c'est un peu ma spécialité en matière d'entreprise en difficulté, ils ont chacun un rôle important à jouer en termes de détection-prévention. Et on le voit de plus en plus dans les textes.
on demande souvent que les comptes soient certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Donc ils ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise. Bien sûr. Alors peut-être dernière question, la CCI Paris-Île-de-France envisage-t-elle des actions concrètes, peut-être en partenariat avec les institutions du chiffre, donc peut-être l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France ou la CNCC pour promouvoir l'expert comptable et le commissaire aux comptes comme acteur stratégique auprès des entreprises au service de leur croissance, hein, puisque c'est le rôle de la CCI de favoriser cette croissance. Oui, et justement, la CCI a créé des synergies très importantes avec l'Ordre des experts comptables et même avec la CNCC depuis de longues dates. Hein. Par exemple, l'Observatoire consulaire des entreprises en difficulté dont j'ai la responsabilité est partenaire, l'Ordre est partenaire de l'Observatoire depuis 2005. Donc nous sommes d'ores et déjà en relation et ils participent à toutes nos missions de représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics. J'anticipe peut-être un petit peu sur le thème qui sera abordé tout à l'heure, mais ils sont associés et on peut citer notamment, alors c'est le cas pour la mission consultative, mais également pour l'appui, parce que depuis également de nombreuses années, le salon transfert est également organisé avec l'Ordre. Tout à fait. Donc voilà, que ce soit en termes de mission consultative, publication ou action, elles existent déjà. Bien sûr, elles pourraient encore être développées davantage, mais la CCI montre déjà son attachement à ces professionnels. Alors juste pour réagir sur cette histoire d'expert comptable et sa dimension d'accompagnement stratégique à l'heure où la comptabilité tend à se faire un peu automatiser via le numérique, est-ce que c'est pas le moment tout de même d'aller chercher de nouveaux terrains et voilà, l'expert comptable accompagnant stratégique du chef d'entreprise, qu'est-ce que ça vous évoque tout de même, Laurent Benoudis? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire que le métier d'expert comptable, c'est d'accompagner l'entreprise au moment de sa création, dans le cadre de son développement et au moment de sa transmission. Parce que par exemple, il y a des professionnels qui migrent carrément vers l'incubation d'entreprise. Vous voyez, donc un modèle où là, Non, mais on peut imaginer qu'un expert comptable dégourdi et qui a des passions dans la vie puisse avoir dans son offre de service des trucs complètement bizarroïdes. Voilà, tout est possible. Après, le vrai sujet, c'est quoi notre métier? C'est quoi le métier d'expert comptable? Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, notre métier, c'est de faire des comptes. Mais je pense que c'est voir qu'un tout petit bout de ce que notre métier d'expert comptable. Et le métier d'expert comptable, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leurs projets. Je veux créer ma boîte, je veux la développer, je veux faire plus de chiffre d'affaires, je veux mieux piloter mon entreprise. Et donc sur tous ces sujets-là, on est naturellement les mieux placés pour le faire. Le problème, et là je ne vais pas suivre tout à fait ce qu'a dit ma voisine de droite, c'est que la tutelle de l'État nous a complètement infantilisés. Hein. D'ailleurs, quand on est sous tutelle, en général, c'est qu'on n'est pas vraiment des adultes, et nous a nourris. Et on s'est retrouvé dans une situation, parce qu'on a un marché qui est protégé, qui est réglementé, sur lequel on a une prérogative d'exercice, on s'est imaginé qu'en fin de compte, on était des fonctionnaires, une délégation de service public, un truc de dingo, qui fait qu'on s'est contenté de faire ce que les autres ne pouvaient pas faire, c'est des rapprochements bancaires et des déclarations de TVA. C'est un truc mortel. C'est mortel. On est d'accord. Dans tous les autres pays, on n'a pas ça. Dans tous les autres pays, on n'a pas ça. Vous allez aux États-Unis, ça n'existe pas. N'importe qui peut faire la compta de n'importe qui. Mais le marché s'est structuré pour faire en sorte que l'entreprise ne confie sa comptabilité qu'à un acteur en qui elle a confiance. Et donc la marque AICPA, ICAIU, vaut largement la protection du... Voilà. Et à partir de là, il faut choisir le meilleur. Et pour le meilleur, c'est celui qui va apporter le plus de conseils, le plus d'accompagnement et qui va permettre à la boîte de se développer. Et le client qui a l'expert comptable qui dit grâce à mon expert comptable, je suis passé de 1 million à 10 millions de chiffre d'affaires, j'ai recruté 50 personnes, et il sera bien plus sélectionné que celui qui met les déclarations de TVA à jour. Donc on s'est retrouvé sur ce marché protégé qui n'est ni bénéfique ni pour nous, parce que là, cette protection, dans 5 ans, elle disparaît. D'accord ? Elle ne disparaît pas parce que le législateur va la faire sauter, elle ne bougera pas dans la loi. Elle va disparaître parce que l'évolution technologique fait qu'il n'y a plus de prérogatives d'exercice. Donc on va se retrouver à poil, l'eau se retire et on va voir si on a un maillot de bain. C'est ça le sujet. Et donc, est-ce qu'on est capable d'accompagner nos clients ? Est-ce qu'on est capable d'être vraiment utile au-delà des obligations légales ?
Voilà, c'est ça la vraie question. Ouais, tout à fait. Est-ce que notre métier, est-ce qu'on existe que parce qu'on a ces obligations légales qui pèsent sur les entreprises et qu'ils sont incapables de remplir une déclaration parce que c'est tellement compliqué qu'il faut avoir affaire à des gens qui font que ça? Ou est-ce qu'on est capable de faire notre job d'accompagnement des entreprises? C'est le sujet. Alors, il y a beaucoup de confrères aujourd'hui qui l'ont compris. Il y a des très beaux cabinets qui ont fait l'adaptation. Yannick l'a dit, il y en a certains qui n'ont pas besoin de nous. Ils nous donnent des leçons toute la journée. Mais il reste encore beaucoup de consoeurs et de confrères qui s'imaginent que dont la réaction permanente, c'est « mais que fait l'ordre ?» on nous a rajouté encore une contrainte, mais que fait l'ordre? On en a marre de faire les déclarations. Mais il faut se mettre dans une position de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, ça commence d'abord par investir. Donc investir dans les compétences, investir dans le recrutement de collaborateurs. On ne recrute pas que quand on est à 120% de taux d'occupation des collabs parce qu'il faut les décharger, mais il faut que les collaborateurs, si on veut développer une nouvelle mission, ils aient du temps. Toute la journée, les mecs nous disent « j'ai pas le temps, je suis débordé, l'État... » Mais quand tu es chef d'entreprise, tu anticipes ce genre de choses. Donc cette philosophie de chef d'entreprise, beaucoup de cabinets ont commencé à l'intégrer et s'en sortent très bien. On a des taux de croissance dans les cabinets qui sont de 10 à 15% par an, tous les ans, depuis des années. Et d'autres qui sont malheureusement dans des situations compliquées parce que aujourd'hui, recruter des collaborateurs pour faire des déclarations de TVA et de la compta, c'est infaisable. Et développer des missions qui sont des missions légales, de remplissage d'imprimés, ça ne marche pas. Donc il faut simplement qu'on fasse notre job. Et notre responsabilité, nous, en tant que représentants d'une institution, c'est justement d'être capable, parce qu'on s'adresse à tout le monde, d'aller chercher tout le monde en le prenant par la main. On ne peut pas se contenter de dire on a une offre de service et elle existe. Honnêtement, si vous vous en sortez pas, c'est de votre faute. Vous aviez qu'à venir nous voir pour faire la formation X, Y, Z. Voilà, moi ça me suffit pas. Je me dis que ma responsabilité, c'est d'aller les chercher un par un. Et pas de dire je vous ai tout mis sur la table, vous aviez qu'à vous servir. Non, parce qu'il y a ce travail à faire, d'explication, et on est les mieux informés, on sait exactement quels sont les textes de loi qui sont en préparation, on sait quelle est la volonté de l'administration fiscale en matière de facturation électronique, on sait que les déclarations de TVA dans 3 ans, elles seront faites par l'État et plus par les experts comptables. Comment ça va se passer? Et ça, si le message ne se passe pas, et puis c'est compliqué. C'est super compliqué. Il ne s'agit pas de dire allez, tiens, demain matin, je vais accompagner les entreprises. Il y a une vraie remise en question. Il faut avoir une volonté stratégique. Il faut investir. Il faut dégager du temps. Il faut se mettre dedans. Et l'ordre de Paris, du coup, est présent pour aller chercher. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on dépensait rien qu'à Paris, 700 000 € par an en contrôle qualité. Quel effet? Aller vérifier si les mecs ont des lettres de mission, 700 000 € par an, c'est raisonnable. Donc on s'est dit, c'est ce pognon-là qu'on met sur la table pour aller voir les experts comptables un par un tous les 8 ans, on va l'utiliser pour les accompagner dans l'amélioration de leur performance. Ok. Alors, Mohamed Lakila, vous êtes député de la majorité présidentielle. On sait que cette majorité valorise fortement l'entrepreneuriat avec cette fameuse Startup Nation, par exemple. Alors à ce titre, quel regard portez-vous sur cette évolution des experts comptables, des commissaires aux comptes qui sembleraient tendre vers un modèle plus entrepreneurial? Bonsoir d'abord. Merci pour cette invitation. Je suis ravi de me retrouver avec, je dirais, ma profession d'abord, des amis, plutôt qu'à légiférer actuellement sur la loi séparatisme. Avant de répondre à la question, on a parlé tout à l'heure de parité, donc je vais un peu le titiller. Je crois me rappeler qu'on n'a eu qu'une seule femme présidente du Conseil supérieur en 60 ans, plus. Dans ma région, on en est à 2, c'est pas mal. Donc, messieurs les experts comptables, pensez à l'avenir. On parle de parité, mais commençons déjà par nos propres institutions. Oui, vous avez parlé d'État, de Start-up Nation. C'est un concept, oui, moi je suis peut-être de la vieille école, c'est peut-être un mythe, mais quand je vois l'intervention de l'État, et on le voit actuellement avec cette crise, et puis surtout la demande de notre population, y compris de nos chefs d'entreprise, en matière d'aide. Je me dis qu'on en est encore très loin. Souvent, on critique un petit peu nos compatriotes en disant qu'ils sont assistés, il y a l'assistanat partout. Mais qu'avons-nous fait pendant cette crise? On n'a fait que ça.
Et les chefs d'entreprise les premiers, aidez-nous. Aidez-nous. Regardez dans d'autres pays. Alors, je ne remets pas en cause tout ça, même si je suis peut-être plus libéral encore que Laurent. Je ne remets pas en cause l'aide qu'on a apportée aux chefs d'entreprise parce qu'il fallait sauver des emplois. Et tant mieux. Je crois qu'on a été le seul pays à avoir mis autant de milliards pour sauver des emplois. Sauvant des entreprises, en fait, on sauve des emplois. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas simplement les chefs d'entreprise. Je crois que tu l'as rappelé. C'est des ressources humaines. Et aujourd'hui, on prend en compte de plus en plus ce concept de responsabilité sociale des organisations et des entreprises. L'État accompagne. Pour certains, elle accompagne trop, parce qu'on a endetté quand même, j'allais dire, nos petits-enfants. Pour d'autres, on n'accompagne pas suffisamment. On n'aide pas suffisamment. Il n'y a qu'à voir pendant les 4 lois de finances rectificatives, tout ce qu'on a mis, y compris nous, commissaires aux finances, tout ce qu'on a poussé comme dispositif pour venir en aide aux entreprises. Je ne me rappelle plus de l'autre question d'ailleurs. Alors, entrepreneur. Donc, une majorité présidentielle qui valorise l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que ça vous parle justement une profession du chiffre qui reprend un modèle de plus en plus entrepreneurial? Je crois que cette majorité a fait beaucoup pour l'entreprise. Rappelez-vous ce qu'on dit même du président, hein, ce président des riches. On a commencé par supprimer l'ISF. Moi, j'ai trouvé qu'on n'a pas été assez loin, puisque je voulais qu'on ne crée pas l'IFI. Voilà. Oui, on a aidé. Regardez, en matière d'impôts, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts, plutôt le contraire. On baisse l'impôt. Alors, on ne baisse pas comme ça. Hein. On est quand même sous une pression, je dirais, de concurrence européenne. Alors souvent, quand on me dit il faut harmoniser la fiscalité en Europe, je dis non. Non, non, surtout pas. Ça risque de coûter plus cher. Faisons en sorte qu'effectivement les États soient mieux gestionnaires et qu'on pousse plutôt vers, pas une harmonisation, mais en tout cas une concurrence saine, y compris de la fiscalité. Donc l'État est intervenu massivement pour notre économie, pour l'entreprise, et elle continue à le faire. Avec, là, on est en pleine loi de finances rectificative pour cette année. Elle revient, je crois, la semaine prochaine à l'Assemblée. On remet encore une dizaine de milliards. Donc aujourd'hui, c'est open bar, comme disent certains. Mais tout ça, ça coûte. Et en tant qu'expert comptable, cette fois-ci, je mets ma casquette, je dis attention, attention aux finances. Alors il y a ceux qui aimeraient qu'on augmente les impôts, y compris dans mon propre groupe. Moi, je dis, gérons mieux cet État. Un État, ça se gère aussi comme une entreprise. Et l'expert comptable, il sait ce que c'est que la gestion. Il sait ce que c'est que la gestion. Lui-même, quand il a créé son entreprise, son cabinet, il est entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a pris des risques. Ceux qui ne prennent pas de risques, ils sont salariés, mais il faut de tout dans les cabinets. Il y a des chefs d'entreprise nés, comme Laurent, qui développent le cabinet, mais il y a aussi l'expert comptable seul, indépendant, qui est aussi chef d'entreprise pour moi, entrepreneur, parce qu'il a pris le risque. Il va chercher le client, il va facturer, il est peut-être entouré que d'un collaborateur ou deux. Il est aussi entrepreneur. Et ce qui nous manque dans ce pays, c'est une formation à l'entrepreneuriat. Je regardais ce qui se passait ailleurs, en Belgique par exemple, où il y a des étudiants entrepreneurs. On commence à enseigner l'entrepreneuriat très tôt, dès le primaire. C'est ce qui nous manque en France. C'est-à-dire que cette notion, cette culture même de l'entreprise, nous l'avons pas suffisamment. Et quand on a des entrepreneurs très bons, qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un moment, ils partent. Et alors c'est peut-être aux experts comptables et commissaires aux comptes d'insuffler cette logique entrepreneuriale dans le tissu économique. Pas que. Les experts comptables, bien sûr, ils ont un rôle au niveau des institutions. C'est ce qu'ils font avec les formations qui se développent, y compris pour inciter aussi, je vois les jeunes experts comptables, le club des jeunes experts comptables, ils essayent d'aider l'expert comptable à s'installer, donc à devenir lui-même entrepreneur. Donc cette culture, nous l'avons. Nous l'avons, mais peut-être pas suffisamment. Donc les institutions, ils ont un rôle, les syndicats, ils ont leur rôle, mais l'État, et cette fois-ci, je dirais au niveau macro, nous faisons rien, en tout cas au niveau de la formation de nos jeunes, pour leur faire découvrir l'entreprise. Quand je vais dans les collèges, les lycées, et qu'on parle d'entreprise, c'est pas ce que c'est.
Et il faut donner cette envie de pouvoir devenir... Tout le monde ne sera pas pilote, tout le monde ne sera pas commandant de bord. On a quand même l'impression Mais il faut que l'entrepreneuriat, c'est quelque découvrir... chose qui plaît aux jeunes. Enfin, oui, mais on n'en parle pas suffisamment. Une génération et il n'y a pas une d'entrepreneurs, formation là-dessus. Il n'y a pas de formation. Or, on devrait mettre en place des formations spécifiques pour faire en sorte que certains deviennent chefs d'entreprise, tout simplement. Être pilote, c'est une formation. Être commandant de bord, c'est une formation. Tout le monde ne sera pas pilote, sera commandant de bord. Mais n'empêche qu'il faut aussi des formations. Et puis il y a cette culture de l'argent. Il y a cette culture de l'argent. Voilà. En France, on a un problème, cette fois-ci, culturel. L'argent, c'est sale. Je ne vais pas remonter jusqu'à notre histoire, y compris l'aspect religieux là-dessus. Mais l'argent est sale, donc on ne parle pas d'argent. Ou quand vous avez un président qui vous parle d'argent, on dit ben, c'est le président des riches. Un patron, c'est le salopard qui exploite l'ouvrier. Or, une entreprise, expliquer à l'ensemble de la population, de l'opinion, une entreprise, on le disait, c'est des ressources humaines, c'est des employés. Un patron, il ne peut pas vivre tout seul. Donc il a besoin effectivement d'avoir autour de lui des salariés qui soient heureux, qui viennent travailler avec bonheur, etc. Et donc tout ce concept-là, il faut essayer de l'expliquer pour ne pas qu'il y ait cet affrontement entre le patron d'un côté et les employés de l'autre. Alors, Isabelle de Kervillers, votre parcours est particulièrement riche avec une double carrière dans l'audit et dans la politique. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, je sais que vous souhaitez peut-être plus intervenir sur la seconde partie de cette table ronde. Alors, on vous donne la parole, du coup, autant de temps que vous le souhaitez. Voilà. Quelle est votre réaction sur ce qui vient d'être dit? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, je commencerai par ce qu'a dit Mohamed, c'est que les professionnels du chiffre sont des chefs d'entreprise depuis longtemps. Par contre, je pense qu'on ne le fait pas assez souvent savoir. Or, ça nous rend crédibles auprès des autres chefs d'entreprise. Donc, le faire savoir. Même chose pour les nouvelles missions. Il va falloir le faire savoir. Donc, je vais aborder 3 points. D'abord, la communication. Ensuite, le désir des acteurs stratégiques. Quelques mots sur la parité. Et je conclurai sur le secteur public. Alors d'abord, au niveau de la communication. Il est certain que dans l'opinion publique, on est crédible, c'est-à-dire que notre compétence est reconnue. Par contre, il faut être très conscient que le rôle de l'expert comptable et le rôle du commissaire aux comptes, la différence entre leur positionnement n'est pas facile à comprendre pour tout un chacun. Donc je pense qu'au niveau de nos interlocuteurs, d'abord si on explique que les experts comptables relèvent du ministère de l'économie, et que les commissaires aux comptes relèvent du ministère de la Justice. On voit déjà qu'on n'est pas exactement dans la même sphère. Ensuite, l'attitude par rapport au commercial. Les experts comptables, ils ont déjà l'habitude de vendre leurs services. Par contre, les commissaires aux comptes, qui ont longtemps été protégés par une mission légale, ont beaucoup moins la pratique du commercial. En termes de positionnement, Laurent, tu l'as dit, quand on est expert comptable, on est à l'intérieur de l'entreprise. Quand on est commissaire aux comptes, on est à l'extérieur. Quand on est expert comptable, on est conseil de l'entreprise. Quand on est commissaire aux comptes, on est créateur de confiance. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, Laurent, comme tu l'as dit, quand on est expert comptable, on accompagne le chef d'entreprise. Quand on est commissaire aux comptes, on n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion. On est un tiers indépendant. Donc ça, je pense qu'autour de nous, on peut essayer de faire comprendre. Et vous verrez que dans la deuxième table ronde, je reviendrai là-dessus. Ensuite, alors, à titre personnel, je pense que c'est plus facile pour les experts comptables d'expliquer l'extension de leur périmètre que pour les commissaires aux comptes. Et que être plus expert que comptable, c'est assez facile à comprendre maintenant. Et je pense qu'il faut profiter de la crise de la Covid qui a donné une très bonne visibilité aux experts comptables. Donc c'est le moment de rebondir et d'expliquer l'extension de nos missions. Ensuite, aussi bien Yannick que Laurent, vous avez insisté sur le côté acteur stratégique. Or, au sein de la stratégie, il y a le business plan. Donc je pense que le rôle de l'expert comptable et le rôle du commissaire aux comptes par rapport à un business plan peut être très différent. Les experts comptables, au niveau des petites entreprises, peuvent aider le chef d'entreprise à élaborer ce business plan. Prenons une action sur 3 ans. Première année, le crayon sera beaucoup tenu par l'expert comptable. Deuxième année, les rôles seront à peu près équilibrés. Troisième année, le chef d'entreprise aura pris l'habitude et saura mieux élaborer son business plan. Et pour lui, c'est très intéressant aussi en termes d'étapes. S'il veut racheter des entreprises, il sera plus à même de juger le business plan de la boîte qu'il veut racheter.
et s'il veut transmettre son entreprise, il sera plus à même également d'avoir une idée de la valorisation de son cabinet. Le commissaire aux comptes par rapport au business plan, eh bien, l'analyse du business plan, ça a toujours fait partie de la mission de l'audit. Donc, on a l'habitude de cela. Donc, on pourrait demander au commissaire aux comptes, et je crois que Yannick, vous êtes en train de travailler là-dessus, de donner son avis sur le caractère raisonnable des prévisions et sur la qualité de la cohérence du business plan, et donc d'avoir une attestation du commissaire aux comptes dont le chef d'entreprise pourrait se servir quand il va avoir un banquier pour demander un crédit. Ça me semble une extension de mission assez intéressante. Et je voudrais dire aux professionnels qui sont dans la salle qu'il y a 3 ans, j'ai animé un groupe sur le business plan dans le cadre de l'APEI, qui est l'association professionnelle des experts indépendants, qu'on a élaboré un guide sur le business plan, avec une première partie qui est la revue critique du business plan, avec tous les pièges, et que ce guide est accessible gratuitement sur le site de l'APEI. Donc je vous invite à aller le consulter, ça peut également vous intéresser. Quelques petits mots sur la parité, parce que quand même, nous sommes 2 femmes au niveau de la table ronde. Alors, 3, excusez-moi, parce que je pensais à Didier. Je suis navrée. 3 femmes. Non, 3. Alors, premier point, moi je suis tout à fait favorable au quota. Je pense que c'est un mal nécessaire. Et je connais peu de personnes qui spontanément donneraient une partie de leur pouvoir. J'avoue que si on était dans l'autre sens, c'est-à-dire que si les femmes étaient dominantes par rapport aux hommes, à titre personnel, je ne suis pas sûre que je donnerais spontanément mon pouvoir. Donc je pense que les quotas sont un mal nécessaire et quand on n'en aura plus besoin, c'est qu'on aura atteint l'objectif. Deuxième chose, par rapport aux femmes dans la profession. Alors vous avez beaucoup de femmes au démarrage et il y en a effectivement très peu qui sont associées. Donc il faut vraiment s'interroger et je pense qu'il faut d'abord que les femmes soient visibles. Être visible, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord apprendre à parler en public. C'est comme ça quand même que l'on peut se faire remarquer. Ensuite, il faut se faire connaître. Moi, j'étais très amie avec Gisèle Halimi qui disait toujours aux femmes, il ne faut pas se résigner. Et je lui disais toujours, il faut aller au-delà. Il faut oser. Et notamment, il faut oser demander et oser demander des promotions. C'est à nous de prendre entre nos mains l'avenir des femmes dans la profession. Donc il faut que les femmes osent. Deuxième point important à côté d'être visible, c'est concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et là, je vais être très pro-profession. Je pense que l'exercice de la profession de façon libérale est très adapté pour concilier vie familiale et vie professionnelle. D'abord, ça permet une flexibilité des horaires. Évidemment, il faut savoir travailler la nuit, mais enfin, on ne veut pas tout avoir. Ensuite, nos missions se prêtent beaucoup au travail à distance. Donc, profitons de la Covid qui a complètement permis l'accroissement du travail à distance pour dire aux jeunes femmes qui ont envie de concilier les deux que dans notre métier, c'est tout à fait possible. Donc, je suis assez optimiste en la matière. Et une conclusion sur également des possibilités de mission, le secteur public. En 1988, j'avais créé le comité secteur public de l'Ordre des experts comptables qui avait pour vocation de promouvoir l'image des experts comptables auprès des responsables locaux, qui avait également pour mission de former les experts comptables qui voulaient aller dans ce secteur très spécifique, et enfin qui avait pour objet d'adapter les outils de gestion du secteur privé au secteur public. Donc je pense que, alors je ne sais pas qui préside le comité secteur public maintenant, mais il faudrait également lui donner comme mission de permettre aux professionnels de prospecter le secteur public et d'avoir de nouvelles missions. Et au niveau des commissaires aux comptes, alors j'avais présidé en 2010, ça ne me rajeunit pas, la commission certification des comptes des collectivités. Alors nous sommes en pleine expérimentation sur les comptes 2021, 2022, 2023. Donc j'ai vu avec bonheur que les chambres régionales des comptes ne s'étaient pas positionnées pour faire sa certification. À l'époque, ils voulaient y aller, on travaille avec la Cour des comptes. Et là aussi, Laurent, tu parlais de la proximité, le terrain. Je pense que les professionnels sur le terrain, vous êtes proches des collectivités, vous êtes proches des maires, proches des présidents de conseils départementaux et régionaux. C'est à vous d'essayer de tirer ce genre de mission à vous-même. Donc je pense que le secteur public peut être pour la profession un volet important de nouvelles missions. Merci. Alors, les experts comptables et commissaires aux comptes au cœur de l'économie, ça se joue sur le terrain mais également sur la scène politique. On passe à la seconde partie de cette table ronde. Laurent Benoudiz, l'ordre des experts comptables porté par Lionel Canesi entend clairement peser dans le débat politique sur l'économie, avec notamment cette idée, pas de loi économique sans consultation en amont des experts comptables. Est-ce que c'est un point de vue que vous faites également vôtre en tant que président de l'ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France ? Oui, en fait,
c'est pas une fin en soi. Hein. C'est-à-dire que l'ordre des experts comptables n'est pas le représentant de la CPME ou du MEDEF. Et donc l'objectif, c'est pas non plus qu'on défende des intérêts des entreprises, c'est pas notre job. Par contre, collaborer à l'élaboration de la loi, c'est très concret et c'est très utile. Et le plus simple, c'est un exemple, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Sans vouloir faire de polémique, mais Yannick ne se vexera pas, puisque c'était pas lui qui était en charge de ce dossier dans la mandature précédente. Lorsque l'ECF a voulu être lancé par Bercy, l'examen de conformité fiscale, il a été proposé aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Et la décision qui avait été prise à l'époque était de laisser l'ECF au commissaire aux comptes comme étant une manière de rebondir en termes de certification de compte pour qu'ils puissent établir ces examens de conformité. Ce qui fait que l'ordre des experts comptables ne s'est pas intéressé à ce problème-là et n'a pas engagé le dialogue avec l'administration fiscale. Résultat des courses, le 13 janvier, Bercy a publié, sans même qu'on soit informé au niveau de l'ordre des experts comptables, l'ordonnance qui mettait en œuvre l'examen de conformité fiscale en laissant n'importe qui, les OGA, les experts comptables, les commissaires aux comptes, mais aussi, pourquoi pas, le maçon et le menuisier, faire des ECF. C'est comme ça que nous l'a dit le directeur des services fiscaux. Quand je lui ai dit n'importe qui, il a dit n'importe qui. Bon, évidemment, il y a une notion de bonne foi de l'entreprise qui laisse entendre qu'il faut mieux s'adresser quand même à un professionnel réputé qu'à quelqu'un qui va donner un coup de tampon sans comprendre ce qu'il y a dedans. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, le truc est parti. Mais c'est pas ça le plus compliqué, parce que je pense que naturellement, l'ECF est une mission qui va incomber aux experts comptables qui sont les mieux placés pour la faire. Donc je pense que le fait que ça soit ouvert à tous n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que quand on a regardé le cahier des charges, c'est-à-dire ce que l'administration a rédigé pour nous expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse pour valider à l'examen de conformité fiscale, on a sorti 5 pages de remarques expliquant que le cahier des charges n'était pas possible de le respecter. Un exemple, l'administration nous dit vous devez vous assurer que les factures, que les pièces comptables sont numérotées de manière chronologique. Mais très peu d'entreprises clientes des experts comptables numérotent chronologiquement les pièces comptables. Et ce n'est même pas une exigence du Code de commerce. Ça a été rajouté bêtement, donc ça veut dire qu'on ne serait pas, nous, experts comptables, capables de donner une conformité comptable du fichier des écritures comptables, du FEC, parce qu'on ne remplit pas le cahier des charges. Ça n'a évidemment aucun sens. Et on a relevé comme ça un certain nombre de points qui sont complètement déconnectés de la réalité pratique et donc à la fin, après 2 heures de discussion avec les services de Bercy sur le sujet, bien emmerdés par la situation en vérité, parce qu'ils ont sorti leur truc le 13 janvier, et là, ils nous ont dit 10 fois dans la discussion mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, voilà. Et alors on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, et donc ils ne vont pas s'amuser à changer un truc qui vient de sortir, ils ont le sens du ridicule. On leur a demandé s'il y avait un BOFIP qui allait commenter, ils ont dit bah, pas tout de suite, on va attendre d'avoir un peu de retour. Et donc nous on se retrouve dans une situation expert comptable où on doit respecter un cahier des charges qui n'est pas respectable et dans lequel on doit sortir un examen de conformité fiscale dans lequel on va dire c'est conforme, évidemment au regard du Code de commerce, mais c'est pas conforme par rapport au cahier des charges de l'administration fiscale. Donc la situation qui était l'absence de dialogue et d'échange entre les professionnels dont c'est le métier quotidien d'accompagner les entreprises en matière de conformité comptable et de respect de la réglementation comptable et fiscale. Et les services de Bercy qui n'ont qu'une vision très orientée grande entreprise et très peu TPE, PME en vérité. Donc tout ça, c'est des subtilités qu'ils ont du mal à suivre. Fait qu'on s'est retrouvé avec un document qui n'est ni satisfaisant pour l'administration fiscale, ni satisfaisant pour les entreprises, ni satisfaisant pour les experts comptables. Donc le dialogue entre notre profession et les services de l'État, lorsque un dispositif est élaboré, et donc là en l'occurrence une ordonnance qui instaure un examen de conformité fiscale, est juste indispensable pour la bonne marche du système et pour que tout le monde puisse réaliser ce type de mission de manière confortable. Yannick Olivier, la CNCC fait-elle
sienne le positionnement de Lionel Canesi pour l'ordre des experts comptables. Alors du coup, pas de loi économique sans consultation des commissaires aux comptes, ou plus simplement, y a-t-il une volonté de votre part de peser voilà, encore davantage dans le débat public sur l'économie? Je ne sais pas si je fais mienne une position de Lionel, je crois qu'on a en commun, une certaine perception effectivement de la nécessité d'être présent dans le débat en tout cas. Je crois que tous les deux on se rejoint sur l'idée qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, je ne vais pas parler en son nom, là je parle en mien, mais c'est que il ne faut pas oublier que les 22 000 experts comptables, les 12 000 commissaires aux comptes, ce sont des acteurs de terrain qui accompagnent les entreprises ou qui les auditent ou qui interviennent auprès d'elles. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas meilleur observateur de la vie économique. Et je crois que notre responsabilité, d'abord, c'est de remonter notre perception, notre regard des observateurs auprès des politiques. Parce que en ce moment, effectivement, on pèse beaucoup, mais peser, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord commencer à remonter à nos politiques le terrain, la vraie vie, ce qui se passe. En ce moment, on les voit beaucoup, quand ce midi on déjeune avec des parlementaires, ils nous posent beaucoup de questions. D'abord, il faut leur remonter de l'information, leur donner cette vision qu'on a, comment vont nos entreprises, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs enjeux. Et bien sûr, ils ont d'autres sources d'information, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je crois que c'est notre responsabilité, nous en tant qu'acteurs de territoire, de terrain, de proximité de toutes ces entreprises et des associations, parce que on parle souvent des entreprises, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes très très présents dans le monde associatif, on dit maintenant économie sociale et solidaire. Et donc ça, c'est en ce sens que déjà on va peser sur le débat, parce que on ne peut pas se plaindre qu'il y ait des textes qui sortent si déjà nous, on n'a pas en amont participé à la bonne appréhension des enjeux, des problématiques et des besoins de notre tissu économique, de nos enjeux. Et je crois que c'est en ce sens-là que Lionel le dit, en tout cas, je crois qu'il le dit en ce sens-là. Le deuxième élément, c'est ensuite dans les textes. Peser sur le débat politique, c'est aussi faire entendre, je parlais de pragmatique, je pense que dans la présentation de Laurent, il est aussi dans le pragmatisme, il le dit, voilà, il y a des textes qui sortent, des cahiers des charges, et puis en fait c'est inapplicable, c'est pas cohérent. Je peux donner deux exemples d'actualité, trois même. Il y en a un, c'est le premier, c'est la loi séparatisme. Tu en parlais tout à l'heure. C'est une nouvelle mission. Ça. Non mais attends, c'est un truc de fou. On se dit, tiens, il y a des fonds issus de l'étranger, il faut peut-être un peu sécuriser tout ça, il faut peut-être qu'autour de ça, on réfléchisse sur le financement du terrorisme, etc. On se dit, tiens, il y a le commissaire aux comptes, c'est un acteur qui peut effectivement assujetti, qui peut être un acteur qui sécurise le sujet. Mais on ne sait pas manier vraiment l'outil, alors on le met dans le texte, on ne nous en parle pas, et puis un jour, on est interpellé par les parlementaires qui disent, mais attendez, mettre un commissaire aux comptes, mission de 6 ans, certification d'audit légal, pour une association qui aurait touché 10 000 euros de fonds de l'étranger, mais c'est absurde, bien sûr c'est absurde. Et là on rentre, et là on va commencer à dire, mais attendez, mais non, on peut faire de l'audit légal 6 exercices à partir d'un certain seuil, et en dessous, c'est quoi votre besoin? Quel type de prestation le commissaire aux comptes peut faire pour sécuriser les flux, les montages, pour effectivement qu'on réponde aux besoins d'un texte? Un deuxième texte qui arrive, la loi 4D, maintenant 3DS, là on parle des fonds publics et de la sécurisation des activités commerciales des sociétés d'économie mixte. Mais bien sûr qu'on pèse sur le débat politique, parce que quand on dit, attention là, il y a des problèmes de conflit d'intérêts, il faut de la transparence, il faut de la sécurité, qu'on donne le pouvoir aux collectivités territoriales de dire, attendez, moi je dois donner mon accord pour acquérir une société, il faut que j'y mette un commissaire aux comptes, pas parce que c'est un outil qui va s'associer à la protection des fonds publics. Oui, on intervient dans le débat public, parce qu'à ce moment-là, nous, on donne notre vision et on dit, écoutez, oui, voilà les enjeux, voilà les problématiques, voilà ce qu'on sécurise, voilà ce qu'on peut apporter comme élément. Et plus globalement, par exemple, si on prend maintenant des sujets beaucoup plus larges, on prend le sujet de la RSE. On nous dit, c'est fondamental, la valeur d'une entreprise demain, elle va être, si ce n'est très significativement, je dirais, impactée par les enjeux RSE. Je pense que ça sera une part très significative de la valeur des entreprises de demain. Donc la qualité de l'information extra-financière qu'elle va fournir sera à l'image justement de la façon dont elle va rassurer ses partenaires, son environnement, gagner des marchés ou les perdre, être perçue par ses consommateurs, etc. Peu importe. Ben, on intervient tout de suite dans le débat politique. Pourquoi? Parce que déjà, avant même de se poser la question de savoir si le commissaire aux comptes aura une mission d'audit de ces données, il faut se poser la question de savoir quel type de données,
pour répondre à quels besoins? Est-ce que ça sera auditable? Est-ce que les entreprises, c'est possible pour elles de le sortir, etc. Et là, c'est auprès des politiques qu'on discute pour leur expliquer tous ces enjeux-là, pour leur dire, si vous voulez construire une société où la RSE a du sens, la RSE est un acteur qui aide nos entreprises, où l'information extra-financière est au service de la croissance de la valeur de nos entreprises et de leur développement futur, il faut qu'il soit présent. Et bien sûr, on pèse sur le plan politique, au-delà même de nos missions, de nos petits problèmes. Donc il faut qu'on soit très en amont, qu'on discute. Alors là, ce n'est pas au niveau français que ça se passe pour l'instant, c'est au niveau européen. J'étais encore ce matin sur plein de sujets européens, parce que c'est là que ça se joue. Si on n'est pas là en amont, si on ne pèse pas sur le débat. Alors je ne dis pas qu'il faut qu'on soit consulté, je dis même qu'il faut quand même en amont, on participe aux réflexions, au débat, pour qu'il y ait des textes, éviter ce que disait Laurent, des textes qui sortent avec des trucs qui sont l'imagination de gens qui ne sont pas assez sachants. Mais notre responsabilité, c'est de les rendre sachants et de leur donner, et j'insisterai là aussi ce dernier point, ce côté pragmatique, de leur montrer. C'est à nous de leur apporter des éléments concrets, de dire voilà, pour répondre à telle problématique, ce qu'on peut vous proposer pour répondre à votre objectif qui est les suites de votre loi. Et au travers de ces exemples que j'essaie de vous donner, c'est de montrer que bien sûr on a des sujets sur des problématiques économiques, mais ce n'est pas que des sujets économiques, parce qu'on l'a bien vu depuis le départ, la présence du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable auprès de l'entrepreneur, c'est surtout un projet sociétal de croissance, de valeur et de faire vivre l'entrepreneuriat, les sociétés à mission, etc. Maintenant tout ça, c'est pas purement des problématiques de chiffres, hein. Le commissaire aux comptes comme l'expert comptable, c'est plus une problématique de bilan et de compte de résultats, hein. C'est une problématique vraiment de valeur, de développement économique et de projet sociétal. Alors, Françoise Savès, en tant que présidente de l'association Femmes Experts Comptables, la dimension politique est très, très importante. Vous faites notamment un important travail sur la parité. Donc, on revient sur ce sujet dans les entreprises en lien avec la loi Copé-Zimmermann. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Je vais vous en dire davantage, mais il y a une chose que je vais vous dire avant. C'est que, excusez-moi, on est en fin d'après-midi, vous parlez du rôle de l'expert comptable et de ses institutions sur la sphère politique. Excusez, rien de nouveau sous le soleil. C'est le rôle des institutions, et je veux m'adresser aux confrères et consoeurs qui sont dans la salle. Avant d'être présidente de l'association Femmes Experts Comptables, j'ai un long parcours institutionnel. C'est le rôle des institutions que d'être en lien en permanence avec nos tutelles. C'est tellement facile puisque au niveau du Conseil supérieur, comme à la compagnie, on a des relations à travers le commissaire du gouvernement, c'est aussi dans toutes les régions, on est une profession avec des tutelles, comme tu l'as expliqué, Isabelle. Donc, notre rôle, c'est dans les deux sens. Service après loi et remontée de terrain. Et qu'on ne vienne pas me dire, alors que nous sommes au mois de juin 2021, que la profession n'a pas été au rendez-vous l'année dernière comme jamais sur le service après loi. Chômage partiel, PGE, on n'a jamais autant bénéficié d'ailleurs d'une grande visibilité auprès des entreprises parce que nous avons fait et assuré le service après loi. Et ça, évidemment que nos interlocuteurs dans la sphère politique, dans les services, en sont parfaitement conscients. C'est le rôle des institutions. Il n'y a pas une session du Conseil supérieur où il n'y ait pas le commissaire du gouvernement, il n'y a pas un jour au Conseil supérieur où il n'y a pas des relations avec les cabinets ministériels et en priori, le ministère des Finances. Alors évidemment, Laurent, tu as raison, tu nous parles de l'examen de conformité fiscale, il y a sûrement des ajustements à faire, bien évidemment, et là, tu as raison, c'est dans l'autre sens. Le service après-loi est fait, et bien maintenant, on va faire les remontées de terrain. Attendez, monsieur le législateur, vous ne savez pas comment ça se passe sur le terrain, ce que vous avez décidé sur le terrain, ça n'est pas bon. Et là, je vais aller sur le deuxième sujet, interpeller mon ami Mohamed. Là où nous ne sommes pas assez présents, c'est dans la politique. Voilà, et là, nous avons deux personnes avec nous, deux personnalités avec nous, qui sont malheureusement pas représentatives de ce qui se passe dans la profession, au sens où vous n'êtes pas assez nombreux. Nous avons 3 députés, et nous avons généralement, Mohamed, nous avons généralement 1 ou 2 ou 3 députés. Je crois qu'on n'est jamais allé au-delà. Jamais au-delà. Et l'investissement que tu as eu, Isabelle, dans la politique, il y a une femme, 2 femmes. Toi, Agnès Bricard, voilà. Donc ça, oui, c'est vrai qu'en ce qui concerne la force
la présence des experts comptables et des commissaires aux comptes au sein même de la politique, on devrait faire mieux. Les avocats savent faire mieux. Il y a une marge de progrès, on aura Il y a l'occasion une d'en marge de reparler. progrès. Voilà. Je reviens 2 minutes sur la loi Copé-Zimmermann. Vous avez là l'illustration de ce que je viens de dire. Il y a 10 ans, l'association Femmes Experts Comptables a été créée comme un satellite du Conseil supérieur par le président Zorgnotti et la présidente Bricard pour accompagner le déploiement de la loi Copé-Zimmermann. Elle a été créée pour ça, l'association. Au départ, elle s'est donnée comme objectif de suivre le déploiement de la loi Copé-Zimmermann et pour former dans le même temps des consoeurs qui auraient envie de constituer ce vivier de femmes administratrices en intégrant, au-delà de leurs compétences techniques, les fondamentaux de la gouvernance qu'il faut savoir pour siéger dans un conseil d'administration. L'association est l'exemple de ce qu'est l'investissement de la profession dans le service après loi. Madame Zimmermann serait là, mais elle sera là avec moi au congrès de Bordeaux. Elle vous dirait combien la profession, et particulièrement Agnès, a aidé dans le déploiement de la loi Copé-Zimmermann. Voilà. Alors, Hugues. Aruna Souirim, avec votre point de vue privilégié sur l'entrepreneuriat, pensez-vous que les experts comptables, les commissaires aux comptes soient bien positionnés et légitimes pour éclairer le débat politique sur l'économie qui touche au final les entreprises dont vous êtes la garante, entre autres, de la croissance? Oui, alors je voudrais revenir sur le fait de la représentation des entreprises. C'est vrai que contrairement à ce que disait Laurent, nous, la Chambre de commerce, nous avons une mission de représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics. Et l'Observatoire dont j'ai la responsabilité fait partie justement de cette grande mission consultative à la Chambre de commerce. Nous, en tant que représentants des entreprises, nous avons eu et pris l'habitude de toujours consulter les experts que sont les experts comptables et commissaires aux comptes parce que ce sont les acteurs de proximité. Sans leur éclairage, il est vain de dire que l'on va améliorer telle ou telle pratique, puisque nous avons besoin de ces éléments-là pour faire avancer le débat politique. Et pourtant, on ne les voit pas beaucoup quand même sur la scène politique, effectivement, On les voit pas malgré parce que ce point de vue privilégié. On ne les voit pas parce que ce sont des acteurs de terrain. Mais c'est vrai que c'est en train de changer, et je citerai par exemple la mission justice économique. Il y a eu Yannick Olivier qui était membre de cette commission, de même que William Naoum. Donc ils sont de plus en plus présents, et c'est une excellente chose, même si effectivement ils n'ont pas cette mission de représentation des entreprises. Ils ont leur propositions à faire valoir, et je dirais même qu'effectivement les pouvoirs publics sont de plus en plus exigeants envers ces professions. Et donc, il est légitime qu'ils interviennent dans le débat public, non seulement pour faire valoir leurs propositions, mais également pour résister, entre guillemets, aux attaques qui leur sont faites. Alors, Mohamed Lakila, on revient vers vous. Donc, vous êtes député, mais également expert comptable et commissaire aux comptes. Donc, un point de vue évidemment privilégié sur le rôle des professionnels du chiffre dans la sphère politique. Alors, tout d'abord, pourriez-vous témoigner sur votre double casquette d'homme politique, d'homme de chiffre et votre action au sein de la commission des finances? Je vais vous arrêter d'abord sur l'homme du chiffre. J'ai toujours combattu ce terme. Toujours combattu. Quand j'étais président de l'ordre, je n'ai jamais communiqué sur l'homme du chiffre. C'est l'audit, le chiffre et le conseil. Certaines professions veulent nous enfermer dans le chiffre. Et on y va. Souvent, on se présente comme l'homme du chiffre. Or, avant tout, ça a été rappelé, nous sommes des auditeurs, conseil d'entreprise et accessoirement du chiffre. Même quand on fait de la comptabilité, c'est quand même du droit comptable. Non, mais on ne fait que du droit. On fait que du droit. Que du droit. La journée, c'est du droit. Droit des sociétés, droit fiscal, on ne fait que ça. Droit de l'environnement. Donc l'homme du chiffre, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, pardon. Oui, je reviens à votre question. Alors, Non, mais il fallait que je sorte. Alors, toute votre ma témoignage communication, quand j'étais président de l'ordre, je n'ai jamais mis l'homme du chiffre, ça a toujours été ça. sur votre double casquette double d'homme casquette. du droit et du conseil Oui. et d'homme politique. Alors, sur cette double casquette, d'abord, quand on est député de la nation et on retrouve au sein de l'Assemblée des agriculteurs, un notaire qui est dans mon groupe et qui nous aide beaucoup, et nous sommes que 3 experts comptables, effectivement. Il y a Olivier Servat qui a été président de l'ordre en même temps que moi, et puis il y a Véronique Louvagie qui est dans le groupe LR.
Et nous trois, on se retrouve avec le notaire Jean-Paul Mattei, souvent sur les mêmes problématiques très techniques. Donc, expliquer déjà à nos collègues. Donc, ça veut dire que l'expert comptable au sein de l'Assemblée nationale... Il apporte effectivement une vision. Ouais. Prenons le cas de la loi Pacte, avec cette proposition pour les commissaires aux comptes de l'ECF, l'examen de conformité fiscale. Clairement, ça a été dit, on leur enlève un marché, on va leur donner de quoi s'occuper un petit peu. Il a fallu que j'aille expliquer quand même à Bercy qu'ils avaient oublié l'expert comptable qui faisait de la fiscalité tous les jours. On a eu des auditions avec la compagnie, avec le Conseil supérieur à l'époque, et je les comprends, ils n'en voulaient pas. Ils étaient vexés avec la loi Pacte, effectivement. D'ailleurs, on revient sur la loi Pacte, parce que je suis actuellement membre de la mission parlementaire sur les entreprises en difficulté. Et ce que je disais à l'époque, on me dit oui, mais parce que tu es expert comptable, le commissaire aux comptes. Donc là, attention. On a un scoop à du coup là. Non, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pousse dans ce sens. On a auditionné en priorité d'abord les experts comptables. Alors même si la mission est présidée par un avocat, donc on voit beaucoup d'avocats dans les auditions, on a compris quand même que les experts comptables, parce que tout le monde dit il faut l'expert comptable, il faut le commissaire aux comptes. Donc on a eu toutes ces auditions. Et dans les auditions, on disait oui, on a peut-être fait une bêtise avec la loi Pacte. Parce qu'on a enlevé ce que je disais à l'époque. Alors, je ne voulais pas intervenir à l'époque sur ce sujet, parce que quand vous avez la double casquette, ben vous prenez, comme je l'ai fait au début, un article dans le Canard, enchaîné, mais bon, voilà, ça, c'est pas très grave. Mais au bout d'un moment, quand on voit un ministre au banc confondre l'expert comptable et le commissaire aux comptes, vous dites stop. Et je suis intervenu effectivement pour dire stop, vous n'avez rien compris à l'expert comptable, au commissaire aux comptes. Et d'ailleurs, la ministre à l'époque de la justice, elle doit être au banc, elle n'était pas au banc. Donc sur le coup de 23 heures, ils ont été chercher Bruno Le Maire pour essayer de rattraper un peu le coup, parce que je n'ai pas été tendre avec eux, parce qu'on ne peut pas tout connaître effectivement. Et alors au niveau technique, n'en parlons pas. Et c'est vrai que parfois, c'est très technique, d'où les auditions en amont, d'où l'intérêt, et je dirais impérieux pour la profession, d'être très vigilant sur tout ce qui arrive comme texte. La loi sur le séparatisme, on a vu effectivement arriver une mission pour le commissaire aux comptes. Et je ne pense pas qu'il y ait eu des auditions de ce côté-là. Il n'y a pas eu d'audition. Donc il y a des textes qui sont pondus sans qu'on ait des auditions des professionnels pour savoir effectivement comment on peut élaborer un texte de la sorte. Donc on apporte à trois, on n'est pas nombreux, notre pierre à l'édifice. Alors il y a quelques sujets, je vais en prendre un juste pour illustrer mes propos. Il y a eu d'abord un amendement que j'avais porté sur la loi Madeleine, qui avait été retoqué à l'époque, c'était la sortie en capital ou en rente qui avait été retoquée comme cavalier législatif. Mais on l'a remis dans la loi Pacte. Ensuite, un sujet qu'avait porté à l'époque le Conseil supérieur, c'était la TVA, l'auto-liquidation de la TVA. Donc je suis revenu sur le sujet, la première année, la deuxième année, et l'année dernière, le ministre il me dit bon, c'est bon, on t'a entendu, il n'y aura plus de TVA en matière d'importation. Voilà, en matière d'importation, depuis janvier, on l'a vu dans les cabinets. Alors, c'était la loi de finances pour 2019, mais depuis janvier, on fait des déclarations de l'autoliquidation sans avoir à faire sortir de la trésorerie aux entreprises. C'était ça l'idée, c'était on évite une sortie de trésorerie, qu'on récupère le mois d'après, c'est stupide. On évite la fraude, parce qu'en évitant, en supprimant finalement la TVA, comme on l'a fait dans la sous-traitance, dans le bâtiment, l'objet de la fraude, il n'y est plus, il n'y a plus de fraude. Donc c'est un sujet par exemple que je porte. Alors, le ministre qui ne comprenait pas grand-chose au sujet, il a fallu aller travailler avec Bercy pour essayer de leur expliquer. Alors, ils comprennent, ils n'ont peut-être pas le temps non plus. Ils ne sont pas forcément, je dirais, pas formés. Si, on vient de voter quelque chose d'important. La réforme de la fonction publique. C'est passé inaperçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut gérer une collectivité, une mairie, comme dans le privé, y compris aller chercher des performances et des ressources qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui en interne.
Donc on aura, à mon avis, bientôt à Bercy, des gens performants. Parce qu'en principe, ils sont à l'extérieur. Alors ils donnent des conseils, etc., mais ils sont plutôt à l'extérieur. Voilà. Donc je ne veux pas être trop long. On apporte chacun, je dirais, le chercheur, il a apporté toute sa connaissance en matière de crise sanitaire. Chacun sa pierre en fonction de sa l'agriculteur, il va apporter... moi, je suis rapporteur spécial politique de la ville et cohésion des territoires. C'est quelque chose que j'ignorais jusqu'à présent. Donc j'ai été d'ailleurs le député qui a porté l'amendement à 5 milliards. Il n'y en a pas eu sur toute la mandature. Tout simplement, il y avait le premier plan Borloo, je ne sais pas si vous en rappelez, 12 milliards. Et puis il y a eu, sous Hollande, 5 milliards qui avaient été votés dans le nouveau plan de rénovation urbaine. Et Macron avait fait une promesse électorale en disant « je vais le doubler ». Donc je l'ai pris au mot. En première commission, je fais voter l'amendement des 5 milliards promis par le candidat à l'époque qui est devenu président. Le ministre, pour la petite anecdote, il me rappelle derrière, il me disait « non, tu ne peux pas porter un amendement, c'est au gouvernement de la porter ». Pensez donc que je ne l'ai pas retiré. Donc c'est un amendement qui a été porté effectivement par moi. Alors on apporte comme ça des petites solutions, et souvent qui viennent de la profession. On les auditionne pour les lois de finances, par exemple. Ce qu'il faut, c'est travailler un petit peu en amont. Ne pas attendre novembre-décembre pour procéder aux auditions, c'est trop tard. Il faut, dès le printemps, commencer à travailler avec les gens de Bercy pour leur expliquer des dispositifs et pas la veille, effectivement, du dépôt d'un amendement. Voilà. Avec les chambres de commerce, qui ont été assez efficaces l'année dernière pour faire reculer, y compris le ministre. Je pense qu'ils ont été très efficaces. Ils ont, voilà, il y a ce lobbying des professionnels, les chambres de commerce, ils ont su le faire. Il n'y a pas un seul député qui n'a pas été contacté. Donc aux professionnels aussi, d'aller expliquer aux députés, aux sénateurs, aux parlementaires européens, tous les textes d'abord qui vous intéressent, qui intéressent les entreprises, et de faire en sorte, effectivement, qu'ils soient compris. Parce que souvent, en fait, on vote contre parce qu'on n'a rien compris. Voilà. Et à Bercy, il y a toujours un administrateur qui va dire au ministre, voilà, vous savez, j'ai mouliné tout ça, ça ne tourne pas. Et puis ça vaut 2-3 milliards. Le ministre, qui ne comprend pas plus, n'est pas prêt à aller de l'avant. Donc il y a un travail de fond à faire, pas simplement après le vote de la loi, même s'il faut le faire, mais surtout en amont, en travaillant vraiment la partie technique, mais l'expliquer, et l'expliquer. Aller, y compris avec les rédacteurs. Pour et de communication, voilà. Du coup. Ou co-rédiger s'il le faut. Ouais. Ils sont pas idiots à Bercy, ils attendent aussi ça. Alors, Isabelle de Kervillers, on conclut avec vous. Vous avez également cette double casquette, alors je ne sais pas trop comment vous appelez, femme politique et femme de chiffres. Donc là encore, un point de vue particulièrement intéressant sur le rôle des professionnels du chiffre dans la sphère politique. Surtout une expérience. Donc de toute façon, moi je me revendique comme femme de chiffres et femme politique. Alors, pouvez-vous nous rappeler votre parcours, une double carrière entre l'audit et la politique? Pardon ? Votre parcours, revenir un petit peu sur votre parcours particulièrement intéressant. Écoutez, je vais le dire un petit peu au niveau en deux mots, alors. Voilà, je pense que pour répondre à ce que disait Yannick, il faut être effectivement présent dans le débat public. Alors Yannick, tu disais, il faut remonter l'information auprès des élus. Moi, je vous propose un circuit court, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de professionnels élus au niveau national et au niveau local. Un constat au niveau national, c'est assez consternant. Il y a 3 sénateurs et 30 avocats au Sénat, et il y a 3 experts comptables et 28 avocats à l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai que chez les avocats, leur ADN, c'est le débat public, etc. Donc il est urgent que dans notre profession, on sorte de notre coquille. Donc je voudrais aborder d'abord le rôle d'un professionnel élu dans le secteur public local, il faudrait que c'est assez attractif, et ensuite l'importance pour la profession d'avoir des élus. Et je conclurai sur les moyens à prendre pour effectivement avoir des élus dans notre profession. Alors, tout d'abord, le rôle d'un professionnel élu dans le secteur public local. Alors là, je parle de ma vie personnelle. Je me souviens de Jacques Chirac disant « Isabelle est expert comptable, donc elle sait ce dont elle parle. Donc profitons de notre capital crédibilité. » Voilà. Alors, quel peut être le rôle d'un expert comptable dans des collectivités? D'abord, au niveau des communes, il peut être adjoint aux finances. Et au niveau d'une région, il peut être vice-président de la région chargé des finances, c'est-à-dire le numéro 2 ou le numéro 3 de l'équipe élue.
Dans la région, vous avez également des agences de développement économique et une commission développement économique. Un expert comptable élu, tout naturellement, peut être président de cette agence ou de cette commission. Troisième secteur où l'on peut intervenir de façon pertinente, c'est quand on est administrateur d'une SEM. Si on est expert comptable, on sait lire les documents comptables. Même chose quand on octroie des subventions à une association. Quand on est expert comptable, on sait lire les documents de l'association. Et pour terminer, quand il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes, eh bien, l'expert comptable élu va évidemment être l'interlocuteur privilégié de la Chambre régionale des comptes. Donc vous voyez que quand on est élu au sein du secteur public local, il y a des tas de fonctions qui peuvent être extrêmement intéressantes et qui peuvent permettre d'ailleurs au monde du secteur public local de nous connaître et de nous identifier. Alors là, pour ce qui est de la confusion entre le rôle de l'expert comptable et le rôle du commissaire aux comptes, c'est prodigieux. Je parle même d'un ministre qui dit que l'expert comptable certifie les comptes. Donc il y a beaucoup de boulot pour faire connaître notre profession. Donc ça, c'était le rôle que peut avoir un élu quand il est élu au sein d'une collectivité. Maintenant, pour la profession, l'importance d'avoir des élus dans la profession. Eh bien d'abord, c'est qu'on a directement accès au Parlement, quand on a des sénateurs et des députés, et qu'évidemment, on peut intervenir avant la loi, pendant la discussion de la loi et après la loi. On peut également expliquer le fonctionnement du secteur public et du Parlement à nos confrères et consoeurs, ce qui permet de savoir comment on peut atteindre les parlementaires lorsqu'il y a une proposition de loi ou un projet de loi. Je signale d'ailleurs que la méconnaissance du secteur public par le secteur privé est très réciproque également à la méconnaissance du secteur privé par le secteur public. Ça marche dans les deux sens. Ensuite, je pense que si nous avons des professionnels élus, ça va encore accroître notre légitimité dans le débat public. Et à titre personnel, vous demandiez que je parle un petit peu de mon expérience, le fait que je maîtrise les chiffres, c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis une femme de chiffres, le fait que je maîtrise les chiffres dans les années 70, quand je suis rentrée dans un parti politique de droite où les femmes faisaient des enveloppes et tenaient des permanences, m'a permis très vite d'avoir accès à des commissions techniques et de trouver un garçon comme Jean-Pierre Fourcade qui a décidé d'être mon mentor. Je trouvais que c'est quand même très bien. Et puis dans la profession, je regarde mon ami Didier, vous m'aimez bien parce qu'effectivement, j'avais cette ouverture sur le monde politique qui me permettait d'accroître ma crédibilité. Donc Françoise, je pense qu'il faut pousser les femmes qui sont dans l'association à devenir élues parce qu'elles auront moins de problèmes de légitimité, à la fois dans le monde politique et dans le monde professionnel. Et pour conclure, quels sont les moyens à prendre pour y parvenir, avoir des élus? Tout d'abord, il faut susciter des vocations. Susciter des vocations, ça veut dire qu'au sein des cabinets, on accepte que le collaborateur ou l'associé qui va être élu ne fasse plus qu'un mi-temps dans le cabinet. Je ne sais pas comment tu t'organises dans ton cabinet, mais ça va être très simple. Ensuite, un conseil, ne pas faire plus de 2 mandatures. Premier mandat, on apprend. Deuxième mandat, on est excellent. Troisième mandat, on décline. Donc on s'arrête à 2 mandats. Et puis, alors le retour sur investissement. Alors là, je prends mon exemple personnel. J'ai été commissaire aux apports du FSI, Fonds stratégique d'investissement, alors que Sarkozy était président. Et j'ai été commissaire aux apports de la BPI, la Banque publique d'investissement, quand Hollande était président. Donc vous voyez que le fait d'avoir un mandat ne m'a pas fermé les portes au niveau des missions. C'est une crainte qu'ont de temps en temps les professionnels. Je pense que, honnêtement, la compétence l'emporte sur l'appartenance politique, donc ce n'est pas très délicat de rentrer dans un parti politique. Évidemment, si vous rentrez au Rassemblement national, je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup de publicité. Donc ça, c'est susciter des vocations et comment s'organiser. Alors là, les patrons des cabinets, essayez de repérer ceux de vos associés ou de vos collaborateurs qui ont de l'appétence pour le débat public et poussez-les et présentez-leur également les élus dans votre coin. Vous êtes sur le terrain, donc si vous avez un associé qui a envie d'être élu, c'est le moment de le montrer et de le faire progresser dans cette sphère. Et alors, on m'a dit que c'était fait, mais moi je me souviens qu'en 88, j'avais essayé, sans grand succès, de faire un recensement exhaustif au niveau de l'ordre des professionnels qui étaient élus. Alors à l'époque, ça ne marchait pas très fort. Françoise m'a dit qu'il y avait une association de tous les membres de l'ordre qui ont un mandat public. Donc ça, il faudrait effectivement le faire. Je ne sais pas si au niveau de la compagnie, ça se fait, Yannick. Non. Donc c'est extrêmement important de faire le recensement exhaustif en ayant les coordonnées et en sachant ce qu'ils font, parce que ça permet de mobiliser rapidement et efficacement des personnes qui ont un mandat et qui donc peuvent parler à leur pairs. Donc moi, j'encourage vivement les professionnels à
devenir élu, ce qui permettra de discuter directement avec les ministres au sein d'un hémicycle. Très bien, on va conclure sur ce message. Merci à tous pour votre intervention sur cette conférence plénière des rendez-vous du chiffre. Merci également au public de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Restez avec nous, l'événement se poursuit avec le cocktail et le palmarès du chiffre qui récompense comme chaque année les fournisseurs des experts comptables et commissaires aux comptes.